En Normandie, les équipages britanniques montent dans leurs chars, en sachant qu'ils ont peu de chances d'en ressortir vivants. Chaque jour, les Sherman et les Cromwell avancent sous le feu, et chaque jour, ils brûlent. Un seul impact bien placé, et la tourelle se transforme en four. Les obus allemands percent sans effort, tandis que les tirs de riposte glissent inutilement sur le blindage frontal des Panthers et des Tigers. Les tankistes ne parlent plus de leurs machines comme d'armes, mais comme de cercueils sur chenilles. Car s'extraire d'un char touché relève presque du miracle. Sur le terrain, la situation devient insoutenable. Les unités blindées britanniques sont censées appuyer l'infanterie, ouvrir les routes, exploiter les percées. En réalité, elles avancent avec la peur constante de tomber nez à nez avec une Panzer Division. Les rapports s'accumulent, les statistiques sont implacables, et les pertes augmentent à un rythme que même les vétérans de l'Afrique du Nord n'avaient jamais connu. Face à un panthère embusqué à longue distance, un Cromwell n'a qu'un choix, tenter une manœuvre désespérée pour viser le flanc ou se rapprocher jusqu'à une distance suicidaire. Dans les deux cas, l'initiative appartient à l'ennemi. À Londres, le haut commandement exige l'impossible. Il faut un char capable de combattre les blindés allemands à armes égales, sans sacrifier la mobilité et sans bouleverser toute la logistique industrielle du pays. Les ingénieurs savent parfaitement ce qui manque aux chars britanniques, mais ils se heurtent à une contrainte absurde et pourtant décisive. Le réseau ferroviaire du Royaume-Uni impose des gabarits stricts. Un char trop large ne peut pas être transporté par rail, et sans le rail, il n'y a ni production de masse, ni ravitaillement fiable. Les Allemands, eux, bénéficient d'un réseau continental plus généreux, capable d'accepter des machines massives comme le Tiger. Les Britanniques, en revanche, sont prisonniers de leurs propres voies étroites. Le Cromwell avait été présenté comme une réponse. Rapide, agile, propulsé par le moteur Rolls-Royce Meteor, il pouvait filer à plus de 60 km/h sur route. Sur le papier, c'était un char moderne. Sur le champ de bataille européen, il se révèle être un compromis fatal. Son canon de 75 mm est incapable de percer le blindage frontal des chars allemands lourds. Les obus frappent, ricochent et laissent l'adversaire intact, prêt à tirer en retour. Chaque engagement devient un pari contre la mort. Au fil de l'année 1944, une évidence s'impose. Le Cromwell est une impasse. Les tentatives d'amélioration échouent les unes après les autres. Les ingénieurs ont bien développé un canon plus puissant, capable de perforer les blindages allemands à des distances réalistes. Mais ce canon est trop volumineux. Sa culasse est trop longue, son système de recul trop encombrant. Il ne rentre pas dans la tourelle existante. Agrandir la tourelle signifierait élargir la caisse et donc sortir des limites imposées par le chemin de fer. Le cercle est parfaitement fermé. C'est alors qu'une décision radicale est prise. Plutôt que de modifier encore un char condamné, certains ingénieurs proposent de repartir de zéro. Créer une machine entièrement nouvelle, pensée dès l'origine autour d'un armement puissant, tout en conservant la vitesse et la fiabilité mécanique qui faisaient la force des chars britanniques. Ce projet reçoit une désignation simple, A-34, et un nom qui évoque la vitesse et la fatalité, Comet. Les travaux commencent en 1943, dans une atmosphère d'urgence et de scepticisme. Beaucoup estiment que le cahier des charges est irréaliste. Il faut une tourelle compacte, capable d'accueillir un canon redoutable, sans condamner l'équipage à l'inconfort ou à l'inefficacité. Le chargeur doit pouvoir manipuler des munitions lourdes, sans perdre de temps. Le tireur doit disposer d'une stabilité et d'une précision supérieures à celles des chars précédents. Le chef de char, enfin, doit voir le champ de bataille sans risquer sa vie à chaque instant. Les ingénieurs osent des solutions inédites. La tourelle est entièrement repensée, le blindage est soudé plutôt que riveté, éliminant un danger mortel bien connu des équipages. La silhouette reste compacte, mais chaque centimètre est utilisé avec une efficacité nouvelle. Lentement, une machine différente prend forme, plus équilibrée, plus cohérente, et surtout mieux armée que tout ce que la Grande-Bretagne a produit jusque-là. À l'automne 1944, les premiers exemplaires de série sont enfin prêts. Et pourtant, alors que les combats font rage en France et en Belgique, ces chars ne partent pas au front. Ils restent sur le sol britannique. Les équipages s'entraînent, tirent, manœuvrent,
pendant que leurs camarades continuent de tomber dans des machines dépassées. Officiellement, il s'agit de prudence. En réalité, une autre logique est à l'œuvre. Le commandement sait que cette machine représente bien plus qu'un simple char supplémentaire. Elle incarne un basculement, et ce basculement ne doit pas être gâché par une introduction précipitée. Pendant que l'Europe brûle, A34 Comet attend dans l'ombre, prête à entrer en scène, mais retenue par une décision qui coûtera cher et qui marquera durablement les hommes envoyés se battre sans elle. La naissance du A34 Comet ne commence pas sur un champ de bataille, mais dans des bureaux d'ingénierie, là où les contraintes pèsent parfois plus lourd que les obus ennemis. Pour les concepteurs britanniques, l'adversaire principal n'est pas seulement le blindage allemand, mais une réalité beaucoup plus prosaïque, la logistique. Chaque nouveau char doit pouvoir être produit, transporté, entretenu et livré en masse. Or, au Royaume-Uni, tout cela dépend du rail. Les plateformes ferroviaires imposent des limites strictes, et ces limites dictent la largeur maximale de toute machine blindée. Cette contrainte explique pourquoi les chars britanniques semblent toujours plus étroits, plus hauts et moins protégés que leurs équivalents allemands. Les ingénieurs savent exactement ce qu'il faudrait faire pour rivaliser avec Panther ou Tiger. Élargir la caisse, épaissir le blindage frontal, installer une tourelle plus volumineuse. Mais un char incapable de voyager par train est un char inutile, condamné à rester près de son usine. La supériorité industrielle britannique repose sur la production en série et la mobilité logistique, et personne n'est prêt à sacrifier cet avantage. Dans ce contexte, le Cromwell apparaît comme un compromis assumé. Rapide, mécaniquement fiable, il est pensé pour exploiter la vitesse plutôt que la protection. Cette philosophie fonctionne tant que l'ennemi aligne des blindés moyens. Mais en Europe de l'Ouest, elle se heurte à une réalité brutale. Les affrontements ne se jouent plus à courte distance contre des adversaires similaires, mais face à des chars conçus pour encaisser et frapper de loin. Chaque rapport de combat confirme que la doctrine britannique atteint ses limites. Les ingénieurs de Vickers et de Leyland comprennent alors que la modernisation du Cromwell ne mènera nulle part. Les essais d'adaptation du canon plus puissant montrent vite leurs faiblesses. Le recul est trop violent, l'espace interne trop exigu, l'équilibre de la tourelle compromis. Chaque solution engendre un nouveau problème et la marge de manœuvre disparaît. Continuer dans cette voie reviendrait à perdre du temps, et le temps est précisément ce qui manque en 1943. La décision de concevoir un char entièrement nouveau marque une rupture. Le projet A34 n'est pas pensé comme une évolution, mais comme une refondation complète. Les ingénieurs partent d'une feuille presque blanche, en conservant seulement ce qui a fait ses preuves: le moteur Météor, la suspension Christie et une philosophie axée sur la mobilité. Tout le reste peut être repensé. La priorité devient claire: intégrer un armement capable de détruire les chars allemands à des distances normales de combat, sans dépasser les limites imposées par le rail. L'un des défis majeurs concerne la tourelle. Elle doit rester compacte tout en accueillant un canon puissant et un équipage de 3 hommes capables de travailler efficacement sous stress. Pour y parvenir, les concepteurs adoptent une solution audacieuse: une nouvelle mantelée équilibrée par un contrepoids permettant de loger une pièce volumineuse sans agrandir excessivement la structure. Cette approche améliore la stabilité du tir et réduit la fatigue du tireur lors des engagements prolongés. Le blindage suit la même logique de rationalisation. Plutôt que d'empiler des plaques toujours plus épaisses, la caisse est entièrement soudée. Cette technique, encore peu répandue dans la production britannique, supprime un danger bien connu: les rivets arrachés par les impacts, qui transformaient l'intérieur des chars en pièges mortels pour leurs équipages. La forme du glacis est travaillée pour augmenter la protection effective sans alourdir inutilement la machine. Peu à peu, le A34 prend forme comme un équilibre rare entre puissance, protection et mobilité. Chaque choix est dicté par une contrainte précise. Chaque solution vise à contourner un obstacle sans en créer un autre. Le résultat n'est pas un monstre lourd et lent, mais un char cohérent, pensé pour la réalité du champ de bataille européen. À mesure que les prototypes sont testés, une certitude s'installe parmi ceux qui les observent. Cette machine représente un saut qualitatif. Elle n'est pas conçue pour écraser l'ennemi par la masse,
mais pour le battre par l'intelligence de conception. Pourtant, malgré ces avancées, le secret reste total. Le A-34 n'est pas montré, pas vanté, pas annoncé. Il progresse silencieusement vers la production, tandis que la guerre poursuit son cours sans lui. Ce silence n'est pas accidentel. Le commandement sait que dévoiler trop tôt cette machine attirerait l'attention, accélérerait les comparaisons et forcerait peut-être un engagement prématuré. Le Comet doit arriver prêt, avec des équipages formés et une doctrine claire. Il ne s'agit plus seulement de construire un char, mais de préparer son entrée sur un champ de bataille déjà saturé de fer et de feu. Dans l'ombre des ateliers et des champs d'essai, le A-34 Comet devient peu à peu la réponse que la Grande-Bretagne attendait depuis des années. Une réponse tardive, coûteuse, mais pensée pour frapper juste au moment décisif. Le véritable cœur du A-34 Comet ne se trouve ni dans son blindage, ni dans son moteur, mais dans une solution d'ingénierie que peu de soldats comprennent à l'époque. Son arme principale n'est pas seulement puissante, elle est née d'un compromis calculé, presque trompeur, destiné à contourner des limites que personne n'avait réussi à briser jusque-là. Officiellement, le char est équipé d'un canon de 77 mm. En réalité, cette désignation masque une histoire bien plus complexe. Depuis plusieurs années, les Britanniques disposent déjà d'une pièce redoutable, le canon anti-char de 17 livres. Monté sur certaines variantes du Sherman, il a prouvé sa capacité à détruire les blindés allemands à grande distance. Son problème n'est pas son efficacité, mais sa taille. Les munitions sont longues, encombrantes, difficiles à manipuler dans un espace confiné. Dans une tourelle compacte, le chargeur manque de place, perd de précieuses secondes et s'épuise rapidement. Installer ce canon tel quel dans un nouveau char rapide est irréaliste. Les ingénieurs refusent pourtant d'abandonner la puissance de cette arme. Ils cherchent un moyen de conserver sa capacité de perforation tout en réduisant son encombrement. La solution naît d'une approche audacieuse. Plutôt que de concevoir un obus entièrement nouveau, ils réutilisent la partie la plus importante, le projectile perforant déjà éprouvé. Ensuite, ils l'associent à une douille plus courte, issue d'un canon anti-aérien de 3 pouces. Cette combinaison permet de réduire la longueur totale de la munition, rendant sa manipulation possible dans une tourelle étroite. Ce choix implique un sacrifice. Une douille plus courte signifie moins de charge propulsive et donc une vitesse initiale légèrement inférieure. Pour compenser cette perte, un nouveau tube est conçu, optimisé pour cette munition spécifique. Le canon est plus court que celui de la 17 livres, ce qui améliore l'équilibrage de la tourelle et la précision en mouvement. Le résultat final ne surpasse pas totalement la puissance brute du Firefly, mais il offre une meilleure stabilité, une cadence de tir plus régulière et une efficacité accrue dans des situations variées. Cette arme n'est pas pensée uniquement pour affronter des chars. Contrairement à la 17 livres, développée avant tout pour la lutte anti-char, le canon du Comet est conçu comme polyvalent. Ces obus explosifs sont nettement plus efficaces contre l'infanterie, les positions retranchées et les bâtiments. Pour la première fois, les équipages britanniques disposent d'un char capable de répondre à plusieurs menaces sans dépendre d'un soutien constant d'artillerie ou de chars spécialisés. Le choix de l'appellation 77 mm n'est pas anodin. Il vise à éviter toute confusion dans la chaîne logistique. Les munitions du Comet ne sont compatibles ni avec celles de la 17 livres, ni avec les canons américains de calibre proche. Une désignation distincte permet de garantir que les bons obus arrivent aux bonnes unités. Derrière ce simple chiffre se cache une volonté de contrôle absolu, essentielle dans une guerre industrielle où une erreur de livraison peut condamner une unité entière. Autour de cette arme, tout l'intérieur du char est organisé avec une précision nouvelle. L'équipage se compose de 5 hommes. Dans la tourelle, le commandant dispose enfin d'une coupole offrant une vision panoramique sans exposition inutile. Le tireur bénéficie d'optiques améliorées et d'un accès direct au mécanisme de pointage. Le chargeur, souvent négligé dans les conceptions précédentes, trouve suffisamment d'espace pour travailler efficacement, même lors d'engagements prolongés. À l'avant de la caisse, le conducteur et l'opérateur radio occupent des postes clairement définis. La présence d'une mitrailleuse de caisse permet de traiter des menaces rapprochées sans détourner l'arme principale. Cette disposition, jugée dépassée par certains théoriciens, se révèle utile dans les combats urbains et les zones bocagères,
où l'infanterie ennemie peut surgir à courte distance. La mobilité reste un élément central du projet. Le moteur Météor, déjà éprouvé, est conservé presque sans modification. Il offre une puissance suffisante pour maintenir une vitesse élevée, tout en supportant le poids accru du blindage et de l'armement. La suspension Christie, adaptée et renforcée, permet au char de conserver une excellente tenue sur terrain accidenté. L'élargissement des chenilles améliore la répartition du poids et la traction, réduisant les risques d'enlisement. À ce stade, le Comet n'est plus un simple prototype prometteur. C'est une machine mature, prête à entrer en production. Pourtant, son existence reste confidentielle. Peu de soldats en ont entendu parler et encore moins l'ont vu. Tandis que les combats continuent sur le continent, ce char, conçu pour affronter les meilleures machines allemandes, demeure volontairement absent du front. Cette absence alimente les interrogations parmi les officiers informés. Certains y voient une prudence excessive, d'autres une préparation méticuleuse. Une chose est certaine, lorsque le Comet apparaîtra enfin en combat réel, il ne devra laisser aucune place au doute. Il ne sera pas là pour apprendre, mais pour frapper avec une efficacité immédiate. Lorsque l'hiver s'installe sur l'Europe occidentale, le A-34 Comet est enfin prêt. Mais la guerre entre dans une phase imprévisible. Les états-majors alliés sont confrontés à une situation instable, où chaque décision peut provoquer un effondrement local du front. Dans ce contexte, engager un char entièrement nouveau sans unité formée serait un pari dangereux. Le Comet n'est pas conçu pour être sacrifié, il doit être employé comme un outil précis, au moment opportun. Les équipages sélectionnés pour recevoir cette machine suivent un entraînement intensif sur le sol britannique. Il ne s'agit pas d'une simple familiarisation. Les tankistes apprennent à exploiter les qualités spécifiques du char, à tirer parti de sa précision, à coordonner les manœuvres avec l'infanterie et la reconnaissance. L'accent est mis sur la discipline du feu, le choix des positions et la rapidité de déplacement après chaque engagement. Le Comet n'est pas pensé pour encaisser passivement, mais pour frapper et disparaître. Pendant ce temps, sur le continent, la situation se détériore brutalement. En décembre 1944, les forces allemandes lancent une contre-offensive massive dans les Ardennes. Les lignes alliées vacillent, des unités entières sont isolées et l'urgence domine chaque décision. Les chars disponibles sont envoyés sans attendre sur les axes menacés. Dans ce chaos, le Comet reste en réserve. L'ordre est clair, aucune introduction précipitée, aucun engagement sans préparation complète. Ce choix suscite des tensions. Certains officiers estiment que chaque char supplémentaire pourrait faire la différence. D'autres rappellent que perdre une machine aussi avancée faute d'expérience serait une erreur stratégique majeure. Le commandement tranche en faveur de la patience. Les équipages continuent de s'entraîner, pendant que la bataille fait rage ailleurs. Lorsque l'offensive allemande est finalement contenue, le front change de visage. Les forces alliées reprennent l'initiative et se préparent à pénétrer profondément en territoire allemand. C'est à ce moment précis que le Comet reçoit enfin l'ordre de rejoindre le théâtre des opérations. Les unités sont intégrées à des divisions blindées expérimentées, capables d'exploiter immédiatement leurs capacités. Le baptême du feu a lieu au printemps 1945, lors de la traversée du Rhin. Les Comets avancent en tête des colonnes, couvrant les ponts et sécurisant les zones de franchissement. Pour la première fois, les équipages britanniques affrontent des chars allemands sans se sentir désavantagés. Les engagements se déroulent à des distances où la précision devient décisive. Les tirs sont calculés, mesurés, et les résultats immédiats. Dans les combats qui suivent, le Comet démontre ce pourquoi il a été conçu. Sa mobilité lui permet de changer de position avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ses obus perforants percent les flancs des panthères et même les blindés plus anciens ne résistent pas à ces tirs directs. Les équipages constatent une différence fondamentale. Ils n'ont plus besoin de s'exposer inutilement pour obtenir un effet. Les brigades équipées de Comet exploitent rapidement les brèches. Là où d'autres chars s'enlisent dans des combats frontaux, ces machines contournent, isolent, désorganisent. La coopération avec l'infanterie s'améliore sensiblement. Les sections avancent sous la protection d'un feu précis,
capable de neutraliser les points de résistance sans ravager inutilement le terrain. Les forces allemandes, déjà affaiblies, peinent à s'adapter. Les tactiques éprouvées contre les chars britanniques précédents ne fonctionnent plus de la même manière. Les embuscades à longue distance deviennent risquées et les tentatives de blocage par des positions improvisées échouent face à une combinaison de vitesse et de puissance de feu. Cependant, le Comet n'est pas invulnérable. Les combats rapprochés restent dangereux. Les armes anti-chars portatives représentent une menace constante, en particulier dans les zones boisées et les villages. Les équipages apprennent rapidement à se méfier des angles morts et à exiger un soutien rapproché de l'infanterie. Chaque perte rappelle que, malgré ses qualités, le char reste une machine exposée dans un environnement saturé de dangers. À mesure que l'avance se poursuit, les distances parcourues augmentent. Les colonnes blindées couvrent des dizaines de kilomètres en une seule journée. Le Comet se montre fiable, capable d'enchaîner les marches prolongées sans défaillance majeure. Cette endurance devient un atout essentiel dans une phase de guerre où la vitesse de progression compte autant que la puissance de combat. À la fin des opérations en Europe, le Comet s'est imposé comme un char redoutable, arrivé trop tard pour inverser le cours global du conflit, mais suffisamment tôt pour prouver sa valeur. Pourtant, pour ces équipages, l'histoire est loin d'être terminée. Le monde d'après-guerre se dessine déjà, et avec lui de nouveaux défis, de nouvelles missions et de nouveaux théâtres d'opération. La fin des combats en Europe ne marque pas la fin du service pour le A-34 Comet. Au contraire, pour beaucoup d'équipages, une phase plus incertaine commence. L'Allemagne vaincue est divisée, occupée, instable. Les unités britanniques reçoivent une nouvelle mission: maintenir l'ordre, montrer la force, être visible sans provoquer. Dans ce contexte, le Comet devient un outil politique autant que militaire. À Berlin, ville brisée et couverte de ruines, les chars britanniques patrouillent dans un décor qui ressemble encore à un champ de bataille. Les rues sont encombrées d'épaves, les ponts fragiles, les bâtiments éventrés. Les équipages avancent lentement, armes prêtes, non pas face à une armée organisée, mais face à une ville imprévisible. Le Comet impressionne par sa silhouette moderne et son calme mécanique. Il incarne une armée victorieuse, disciplinée, mais toujours sur ses gardes. C'est dans ce cadre que les premières évolutions apparaissent. Une version modifiée entre en service, connue sous la désignation Comet B. Les changements sont visibles. Le système d'échappement est entièrement revu, abaissant la signature thermique et supprimant des éléments vulnérables. L'agencement extérieur est simplifié, facilitant la maintenance et les déplacements prolongés. Ces ajustements ne transforment pas le char, mais l'adaptent à une guerre qui n'est plus celle des grandes offensives blindées. Très vite, la situation internationale se tend. Les anciens alliés se méfient les uns des autres. Les lignes de démarcation deviennent des frontières potentielles. Les unités britanniques s'entraînent à défendre des axes, à tenir des points clés, à réagir rapidement à une escalade soudaine. Le Comet reste en première ligne, non pas pour percer, mais pour dissuader. Lorsque le conflit éclate en Asie, le char est de nouveau appelé. Le théâtre est radicalement différent. Montagnes abruptes, routes étroites, sols instables. Là où des chars plus lourds peinent à manœuvrer, le Comet trouve encore sa place. Sa masse relativement contenue lui permet de franchir des ponts fragiles et de progresser là où d'autres doivent s'arrêter. Les engagements sont brefs, violents, souvent confus. Le char n'affronte plus des formations blindées organisées comme en Europe, mais des attaques soudaines, des tirs depuis les hauteurs, des embuscades dans des vallées étroites. Les équipages adaptent leur manière de combattre. Le Comet devient un appui mobile, avançant par bonds, couvrant l'infanterie, frappant rapidement avant de changer de position. Face aux chars adverses encore présents, l'arme principale du Comet conserve son efficacité. Les affrontements directs sont rares, mais décisifs. L'expérience accumulée pendant la guerre précédente joue un rôle clé. Les équipages britanniques agissent avec méthode, sans précipitation, utilisant la précision plutôt que la brutalité. Les conditions climatiques mettent cependant les machines à rude épreuve. Le froid extrême bloque les mécanismes, fatigue les hommes, use les composants. Les moteurs doivent être chauffés pendant des heures. Les optiques gèlent. Les chenilles perdent leur adhérence. Dans ces conditions,
chaque mission devient une épreuve de résistance autant qu'un engagement militaire. Peu à peu, le rôle du comète évolue encore. Le front se fige. Les chars sont enterrés partiellement, transformés en points d'appui fixes. Ils tirent pour contenir, pour dissuader, pour soutenir. La guerre de mouvement disparaît, remplacée par une attente tendue et épuisante. Le comète, conçu pour la vitesse, se retrouve immobile, utilisé comme une pièce d'artillerie improvisée. Lorsque le conflit prend fin, il est clair que le monde a changé. Les doctrines évoluent, les menaces aussi. De nouveaux chars apparaissent, plus lourds, plus puissants, conçus pour une confrontation globale qui ne ressemble plus à celle des années précédentes. Le comète commence à quitter progressivement les unités de première ligne britanniques. Il est remplacé, non parce qu'il a échoué, mais parce que son époque touche à sa limite. Dans d'autres armées, la machine poursuit encore sa route. Elle patrouille, elle soutient, elle combat parfois, jusqu'à ce que l'usure et l'obsolescence la rattrapent. Lentement, sans cérémonie, le comète disparaît des lignes actives. Il n'a jamais eu l'aura des monstres d'acier ennemis, ni la renommée des chars arrivés trop tôt ou trop tard. Il a simplement fait ce pourquoi il avait été conçu, offrir aux équipages britanniques une chance réelle de survivre et de vaincre. Si cette histoire d'un char britannique arrivé trop tard pour sa guerre, mais assez tôt pour prouver sa valeur t'a captivé, laisse un like et partage ton avis en commentaire. Dis-moi quelle autre machine ou quel autre épisode militaire tu aimerais découvrir. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires, car d'autres récits, tout aussi intenses, arrivent très bientôt.